Espace TV, le 22h. Dans l'actualité de ce mardi 12 octobre 2021, les biens publics pourraient être saisis des mains des anciens dignitaires des régimes précédents. Cette décision des nouvelles autorités est appréciée par certains d'entre eux qui tout de même souhaitent qu'elle ne soit pas une chasse à l'homme. Le 21 octobre prochain, c'est la date indiquée pour la rentrée scolaire 2021-2022 en Guinée. En prélude à cette rentrée, les acteurs du système éducatif se sont retrouvés ce lundi pour des réunions préparatoires afin d'élaborer ensemble une feuille de route devant favoriser une bonne rentrée des classes cette année. Le cinéma guinéen à l'honneur aux journées cinématographiques de Carthage, JCC Atelier Takmil. Thierno Souleymane Diallo, à travers son film documentaire au cimetière de la pellicule, sera présent à cet événement qui se tiendra à Tunis. Notre rédaction lui a tendu le micro et éléments à suivre dans ce journal. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, les biens publics pourraient être saisis dans les mains des anciens dignitaires des régimes précédents par les nouvelles autorités du pays. L'objectif est de faire profiter à la population tout ce qui appartient à l'État. L'initiative est saluée ce mardi par des acteurs politiques qui souhaitent par ailleurs que cela ne soit pas une chasse aux sorcières. Justin Leno, Abdoulaye Kamara. Le patrimoine bâti guinéen vers une vaste campagne de récupération des biens de l'État. En Guinée, il y a bien des bâtiments occupés par des groupes de personnes pourtant censés être au compte de toute la population, s'indigne l'opposant Diabati Doré qui vote pour la saisie des deniers publics de tout genre. La récupération des biens publics, c'est tout à fait normal. Les bâtiments bâtis, les maisons de l'État, les véhicules, les motos, etc., etc. Au moment où tu es en fonction, je crois que ça t'appartient à ce temps précis. C'est pour te permettre vraiment d'être dans une meilleure condition pour que tu travailles bien pour l'État. Mais une fois qu'on te débarque, je crois qu'il faut avoir vraiment la grandeur de rendre, parce qu'il y a une autre personne qui t'a remplacé et qui doit occuper. C'est pour cela qu'on dit que c'est pour l'État. Même constat dans les comptes publics, la gabegie financière extrême est regrettée par toute la population. Pour Abdoulaye Kourouma du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, il y a bien de l'argent du contribuable public dans les comptes devenus argent illicite, car bénéficié par un groupe de personnes, nous apprend-il. Le CNRD est dans l'obligation de récupérer de façon légale, je dis bien de façon légale, sans règlement de compte, sans haine, les biens de l'État. Et les gens n'ont pas su faire la différence entre le bien public et le bien privé. Ils n'ont pas fait la différence entre leur poche et la caisse de l'État. Désormais, Diabati Doré et Abdoulaye Kourouma proposent que tous les cadres du nouveau gouvernement d'Union nationale de transition fassent une déclaration de leurs biens. Si tu as une maison, si tu as une voiture, même un vélo, au moins que tu déclares. Et le jour où on va te débarquer, que tu nous dises aussi, voilà le salaire qu'on me donnait ou les privilèges que j'ai eus pendant mon exercice de fonction, voilà ça. Nous allons attendre la lettre de mission du gouvernement, plus l'installation du CNT. Ça va nous permettre non seulement d'analyser et de mener une étude approfondie sur chaque département et chaque ministre choisi. Dommage, le premier ministre de la transition, Mohamed Beavogui, est entré en fonction sans pour le moment déclarer ce qui lui appartient comme bien. Un acte pas trop rassurant, explique les acteurs sociopolitiques qui l'invitent à le faire dans les jours à venir. Dans l'actualité également, un des conseillers de la commune de Matam est en désaccord avec ses collègues. Il accuse le maire et son entourage de mauvaise gestion des fonds alloués à la commune par Aficon. Une information démentie par le deuxième vice-maire de la commune, Bernard Koundouno, Alcidi Camara. Le débat tourne autour de la gestion de l'Aficon, l'agence de financement des communes de Conakry, une initiative gouvernementale qui met à la disposition des collectivités de la capitale des fonds pour le financement des projets de développement à l'image du FODEL dans les communes de l'intérieur du pays. Ce conseiller de la commune de Matam fustige la gestion de ces fonds par le premier responsable et son entourage. Il qualifie l'acte de violation du code de collectivité. Quand vous prenez
l'article 326 du Code des collectivités qui dit que les contrats et conventions sont donnés par l'exécutif communal suite au conseil qui donne le quitus. C'est le contraire qui se passe. Et depuis, on a appris, il y a eu des réunions techniques qui ont été tenues avec le gouvernorat. À notre fort étonnement, nous avons entendu par voie de presse les appels d'offres. Pour plus d'éclaircissements sur le dossier, nous nous sommes rendus chez les principaux accusés à la mairie de Matam. Sur place, une commission travaille pour sélectionner les entreprises soumissionnaires à cet appel d'offres pour la rénovation de l'école primaire de Matam Lido 1 et le dispensaire du quartier. Pour les responsables rencontrés, aucun fonds n'est encore à la disposition de la mairie, contrairement aux réactions de certains conseillers qui n'ont aucune maîtrise du dossier. Cette démarche est donc l'exécution des procédures préétablies par le financier qui est Aficon. Ce manuel a été établi par l'Africom, qui est l'agence qui finance ces projets, qui nous a montré comment nous allons procéder par rapport au choix des représentants. Et c'est ce manuel qui a été respecté. Les dossiers de candidature sont minutieusement examinés par un comité constitué de techniciens, des cadres du ministère de l'administration, puis un cabinet indépendant recruté à cet effet. Pour le cas précis, la commission de passation, elle est composée de membres statutaires et de membres non statutaires. Les membres non statutaires, il y a un représentant du projet qui est là, de l'Aficom, le responsable de la passation de marché. Pour le bon fonctionnement des mairies, les responsables communaux de Matam souhaitent le dégel des comptes des collectivités par les nouvelles autorités guinéennes. Comme annoncé dans le sommaire en prélude à l'ouverture des classes, les acteurs du système éducatif se sont retrouvés ce mardi autour des réunions préparatoires de la rentrée scolaire 2021-2022. Les fédérations syndicales, les responsables de l'éducation dans les différentes préfectures et régions, ainsi que le département du tutelle feront un travail concerté durant 4 jours. L'idée consiste à élaborer ensemble une feuille de route devant favoriser la rentrée scolaire annoncée pour le 21 octobre prochain. Ali Badra Kamara et Amara Silla. Ce sont les directeurs communaux et préfectoraux de l'éducation, des inspecteurs régionaux ainsi que les structures syndicales de l'éducation nationale qui sont mobilisés pour les concertations préparatoires de la rentrée scolaire prévue ce 21 octobre. L'idée est de tirer les leçons de l'année scolaire écoulée à travers un état des lieux et valider le document pédagogique. On a demandé les encadreurs scolaires de rejoindre leur poste et de préparer les documents pédagogiques, de faire l'assainissement des écoles et de préparer les groupes pédagogiques, c'est-à-dire tout ce qu'il faut comme préalable de préparer ça. Ensuite, au niveau central aussi, on a préparé des paquets de documents pédagogiques que nous sommes en train de partager avec eux, parce qu'on s'était dit, si on envoie seulement les documents et qu'ils ne viennent pas ici pour qu'on partage ensemble, certainement certains vont comprendre autrement. Durant 4 jours, les syndicats de l'éducation du pays prendront également part à l'harmonisation de la liste des établissements d'enseignement privés et publics, centres NAFA et écoles communautaires, un corps partenaire du système éducatif qui s'engage à observer le calme pour le bon déroulement des cours. Pour nous, pendant cette période de transition, là, c'est une période transitoire, une période spéciale. Nous allons mettre toutes ces revendications de côté. Nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, pour que nous puissions vraiment faire en sorte que tout change au niveau de l'éducation. Un travail concerté qui implique aussi la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école, convaincus des défis auxquels les parents d'élèves sont confrontés dans la formation des élèves. La présidente a plusieurs attentes. Vous constaterez que l'année scolaire, c'est 37 semaines. Mais c'est 26 semaines qui sont enseignées. C'est de voir que dans ces 26 semaines-là, comment achever le programme d'enseignement scolaire. Déjà, nous sommes en retard de 2 semaines. Donc, il nous reste 24 semaines à enseigner dans l'année scolaire. Donc, c'est de revoir tout cela ensemble et pour que les parents sachent ce qui est en train d'être fait au courant de l'année pour qu'on puisse intervenir au moment opportun. Outre les objectifs de cette série de concertations préparatoires, l'implantation des filières au lycée est aussi l'un des points d'innovation du MENA pour l'année scolaire 2021-2022.
Sur les 5 sièges octroyés aux jeunes au sein du CNT, elle souhaite que 3 reviennent à des femmes afin que la gente féminine puisse avoir une réelle voix. Depuis l'annonce de cette nouvelle, les débats sont ouverts. Le club des jeunes filles leaders de Conakry est habitué à des actions de défense des droits des jeunes femmes dans un pays où sévissent toutes sortes de violences basées sur le genre. La présidente par intérim, Kadiatou Konaté, veut porter ses problèmes au centre des débats. Mohamed Valectoré et Kiaron Sadouba. Pour la composition du Conseil national de la transition, la représentativité des jeunes est prise en compte. Ce sont 5 places qui sont prévues pour les jeunes, malgré qu'elles soient très peu par rapport au pourcentage. Nombreux sont ces jeunes qui veulent porter la voix des autres jeunes au CNT. Sur la toile, les débats sont très vifs. Chacun prétend être le candidat, alors que beaucoup sont parmi ceux qui n'appartiennent à aucune organisation. Nous avons besoin des jeunes qui seront indépendants, d'une jeunesse impartiale qui pourra réellement travailler pour le pays et non pour une personne. Donc en cela, nous interpellons l'ensemble de la jeunesse aussi à être conscient de l'enjeu aujourd'hui qui se présente à notre nation, car nous serons responsables devant l'avenir face aux générations futures. Selon la charte africaine de la jeunesse, le critère de sélection est de 15 à 35 ans. Nombreux sont ces jeunes qui ne se démarquent pas et certains analysent qu'il faille mettre des jeunes qui sont connus et qui ne souffrent d'aucune contestation pour leur légitimité auprès des populations. Si la Guinée avait un CNJ, un Conseil national de jeunesse, on ne sera pas là parce que ce conseil, effectivement, est un conseil qui est censé fédérer toutes les organisations de jeunes dans l'optique d'avoir une seule organisation fêtière de tous les jeunes et de toutes les organisations de jeunes. L'important donc était de mettre en place un Conseil national de jeunesse appelé CNG pour mieux détecter des jeunes capables. Aucune structure n'est mise en place dans ce sens, alors que nombreux sont parmi eux qui veulent se porter volontaires. Depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir que la société civile guinéenne a manqué de légitimité auprès des populations. Et pour cela, il serait important que le CNRD prenne ses responsabilités afin que le choix porté soit basé sur ses principes et ses valeurs. Car aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir l'hégémonie de parler au nom de la société civile. Il faut savoir, est-ce que ces jeunes sont issus d'une organisation? Est-ce que cette organisation a un agrément? Est-ce que cette organisation détient des rapports d'activité mis à jour quotidiennement? Est-ce que cette organisation a fait ses preuves sur le terrain, a un impact social sur le terrain? Pour la réussite de cette représentativité au CNT, il est important de choisir des jeunes qui portent des valeurs et des principes qui sont portés dans la charte du CNT. La COSAC, appelée Coalition Sauvons la Guinée, a fait un point de presse ce mardi pour décliner son programme en ce qui concerne l'accompagnement du CNRD dans son processus de transition. Ce sont plusieurs partis politiques qui se transforment en une coalition pour parler des problèmes qui assaillent le pays, mais aussi soutenir les nouvelles autorités pour une bonne réussite de la transition. Les précisions, c'est avec Aminata Massiré Bangoura. Devant les hommes de médias ce mardi, cette coalition composée de plusieurs partis politiques a dévoilé toute son ambition. La COSAG, Coalition Sauvons la Guinée, entend apporter son soutien inconditionnel aux nouvelles autorités pour une période transitoire réussie. Nous avons pour objectif d'accompagner le processus de transition enclenché par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Enfin, de proposer aux différents membres qui seront dans ces instances-là notre vision. Les partis signataires de cette coalition conviennent de collaborer pour la mise en place d'un programme en vue de soutenir le processus de transition. Ce membre revient sur quelques priorités. 1. Renforcer la démocratie et l'état de droit à travers la mise en place d'institutions républicaines fortes, fondées sur la séparation effective des pouvoirs. 2. Consolider l'unité nationale fortement ébranlée par les tendances ethnocentristes et tribalistes héritées des régimes précédents. 3. Instauration de la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État.
4. Renforcer la restructuration des forces de défense et de sécurité pour une armée républicaine au service de la protection des institutions. Au cours de cette conférence, la COSAG n'a pas manqué d'exprimer sa volonté de participer aux prochaines élections. Nous sommes une coalition de conquête du pouvoir. Je n'hésiterai pas à le dire. Et nous serons au pouvoir. Car ces partis que vous voyez en face de vous, représentés par ces hommes de valeur, ne sont tachés d'aucune situation de crime économique ou crime de sang. Nous avons les mêmes propres. En plus de ces 5 partis politiques qui ont déjà signé, plus d'une quinzaine de partis sont également attendus dans les prochains jours en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs du CNRD durant la transition. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir dans un décret rendu public ce soir sur les médias d'État, 44 généraux viennent d'être mis à la retraite par le CNRD. Il s'agit entre autres des généraux Bourema Kondé, Mathurin Bangoura, Rémi Lama. Le colonel Balassa Moura est nommé haut commandant de la gendarmerie nationale. Il remplace ainsi le général Ibrahima Baldé. Par ailleurs, le colonel Abdoulaye Keita, alias Commando Faré, est nommé inspecteur général des forces armées. Affaire Ebomaf, on en parle encore avec de nouvelles révélations. L'État guinéen ne doit-il pas au groupe Ebomaf? Tout porte à croire que des virements ont été effectués sur le compte de l'entreprise burkinabé par l'État guinéen dans le cadre de la construction des tronçons Kanka-Mandiana et Kankan-Kissidougou, alors que le travail n'a pas été effectué. Décryptage, Malik Sendiana Kamara. Les chroniqueurs des GG ainsi que d'autres journalistes guinéens se sont rendus à Ouagadougou, la capitale burkinabé, le 24 septembre dernier pour avoir des informations claires sur la clause du contrat qui liait le groupe Ebomaf à l'État guinéen. Apparemment moins documenté pour affronter le PDG de cette entreprise qui avait la charge de construire les tronçons Kanka-Mandiana, Kankan-Kissidougou. Bonkungu dira que l'État guinéen lui doit 500 millions d'euros. Plus loin, il ajoute qu'un terme a été mis à son contrat sans aucun prétexte. De retour au pays, les chroniqueurs des GG continuent des investigations et mettent main sur des documents qui mettent en doute les dires du patron d'Ebomaf. Les premières pièces à conviction sont les avis de crédit émis par les autorités guinéennes sur le compte d'Ebomaf. Il a été demandé à la Société Générale Paris où la Guinée semble détenir des comptes donc, c'est de faire un transfert de 49 milliards 398 millions 370 592 francs sur le compte d'une société. Et la société, c'est bien la société, c'est l'entreprise Bonkungu, Mahamadou et Fils. Ensuite, un autre virement de plus de 50 milliards de francs guinéens a eu lieu toujours sur le compte d'Ebomaf en octobre 2017. Des virements qui sont effectués des années après la signature des contrats entre l'entreprise burkinabé et l'État guinéen. Pendant ce temps, les travaux sur le terrain n'ont jamais évolué. Un autre avis toujours de la Société Générale qui a reçu ordre de virement du ministère de l'Économie et des Finances toujours en octobre 2017 pour paiement relatif à l'aménagement infrastructure relatif à la construction des routes préfectorales et communautaires en Haute-Guinée. Les journalistes ont assez d'informations à utilité publique, mais difficile pour eux de démontrer ou brandir les preuves. L'accès aux informations publiques est un autre problème pour les investigateurs. Moussa Moïse n'abandonne pas, mais demande un accompagnement. Un chef d'État étranger de la sous-région, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara, demande à Bonkungu. Monsieur Bonkungu, nous avons appris que vous avez des avions appartenant à Alpha Condé. Et Bonkungu dit non, c'est pas vrai. Je demande aux autorités de la Guinée d'enquêter sur cela. Suite à ces nouvelles révélations contre l'entreprise Ebomaf, son président fondateur devrait réagir ce mardi dans les GG pour se défendre. À la dernière minute, Bonkungu a préféré garder le silence.
Les effets de la santé bucco-dentaire avec l'utilisation des pâtes dentifrice préoccupent moins de personnes dans le pays. Plusieurs citoyens choisissent des dentifrices de leur convenance sans chercher la bonne qualité. Ce mardi à Conakry, notre équipe a rencontré des citoyens et un spécialiste sur la question. Selon lui, ces produits doivent contenir certains éléments pour leurs utilisateurs. Reportage Zina Bangoura, Yacouba Traoré. Un dentifrice est un dispositif médical qui permet d'améliorer la santé d'une personne, notamment la santé bucco-dentaire. Ils sont nombreux des citoyens qui ne savent pas quel dentifrice utiliser, ce en raison des grandes variétés de ces produits sur le marché. Nos interlocuteurs sont des parfaites illustrations, qu'il s'agisse des pâtes qui leur conviennent. Généralement, on le prend à la hâte comme ça, on choisit ce qu'on veut, on le prend et si ça donne, on continue sur ça. J'utilise très souvent Colgate. Ça, c'est la pâte que j'utilise, mais très souvent, là où je vais acheter, parfois je ne trouve pas, donc je suis obligé de prendre ce qui est plus plausible. Soucieuse de sa santé bucco-dentaire, Kadiatou Souma est venue dans ce cabinet pour soigner ses dents afin de leur donner un éclat particulier. Mes dents étaient cassées. C'est ce médecin qui les a extraits pour les remplacer par des prothèses. Avant, je souriais comme ça. Mais aujourd'hui, je ris bien. Les dentifrices sont d'une importance capitale, explique ce médecin. Les dentifrices contribuent à l'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire. Donc, un dentifrice, c'est quelque chose qu'on utilise pour nettoyer les dents. Un dentifrice, c'est un dispositif médical qu'on utilise pour améliorer, renforcer la résistance de la dent, protéger la dent contre la carie. Tous les dentifrices sont utilisables, à moins qu'ils contiennent du poison. Mais tous n'en font pas assez pour protéger les dents, selon Dr Guiba. Quand vous voyez qu'un dentifrice contient du fluor, vous pouvez aussi, si vous avez l'information concernant les enfants ou les adultes, les enfants, j'ai dit 50 mg par 100 grammes de dentifrice, du fluor. Et les adultes, c'est à partir de 150 ou plus milligrammes par 100 grammes de dentifrice. Donc quand vous voyez ça sur les dentifrices, vous vous dites oui, j'ai un dentifrice qui contient du fluor, voilà la quantité recommandée. Mais aussi, quand vous ne pouvez pas savoir tout le reste, par exemple, quand vous avez le saignement, quand vous avez autre problème, vous pouvez aller voir le pharmacien. Dans ce cas, vous pouvez venir voir votre dentiste. Pour assurer sa santé bucco-dentaire, il est recommandé à toute personne de passer voir son dentiste 2 fois ou 1 fois par an. Un travailleur de Topaz Multi-Industrie de Matoto abandonné par l'entreprise après qu'il ait été victime d'un accident de travail. Mori Oumar Souma, c'est son nom. Il travaillait au sein d'une section du département commercial à Topaz. Il réclame aujourd'hui sa prise en charge par l'entreprise. Rosaline Goté-Monemou, Aboubakar Din Kamara. Mori Oumar Souma a été victime d'un accident de travail dans l'entreprise Topaz Multi-Industrie de Matoto en 2020. Lors d'un embarquement, une dizaine de bidons remplis de peinture sont tombés sur ses reins. Il a subi une intervention chirurgicale aux frais de l'entreprise. Cependant, elle refuse de s'occuper du traitement. Le temps que j'ai fini de faire l'opération maintenant, on m'a fait sortir avec un papier de rapport médical pour eux. Le docteur m'a donné le rapport là. Je suis venu, le jour que je suis venu même de présenter le rapport médical, j'ai montré ça à Akash. Je l'ai montré, j'ai dit patron, on m'a donné le papier de rapport pour que je travaille. Akash a rejeté le papier, il dit qu'il ne veut plus maintenant me voir à Topaz. On m'a opéré, le traitement, ce n'est pas compris en charge. Parce que Akash dit qu'il a dépensé plus de 35 millions de mon compte, étant que j'ai mon papier ici qui a 16 millions. Après ses soins, il a été rejeté par les responsables de Topaz. La victime s'est trouvé un avocat. Cependant, ce dernier aurait été corrompu et a obligé son client à signer un document dont il ignore le contenu. Ils m'ont donné l'argent à l'avocat. L'avocat aussi m'a appelé, il m'a amené dans son bureau. Il me dit, petit, tu n'as pas dit que tu n'as pas contrat avec eux. Maintenant, on m'a donné 20 millions pour toi, tu vas prendre ça directement. Si tu ne prends pas ça, si tu ne signes pas le papier là, je vais salir ton papier. L'avocat m'a dit ça, maître Moumini. Depuis 2014, Mori Oumar Souma travaille dans l'entreprise Topaz de Matoto au niveau du département commercial, section embarquement. Cependant,
Au tribunal du travail, il n'a pas été reconnu par l'entreprise comme un de ses travailleurs. Les membres du groupe dans lequel il évoluait viennent d'être recrutés, mais pas lui. Il sollicite que l'entreprise le prenne en charge pour la vie. Moi, je veux que Topaz me prenne à vie. Maintenant, au compte de la justice du tribunal du travail, ils ont appelé le greffier qu'on ne me connaît pas. Et heureusement, j'avais des papiers. Mon nom se trouve là-dedans. Nous avons tenté d'avoir la version du chargé des ressources humaines et le commercial de Topaz Multi-Industrie de Matoto en vain. Selon certains travailleurs de l'entreprise, ils travailleraient dans des conditions pénibles et leur sécurité sanitaire n'est également pas assurée. À Kindia, près de 3 tonnes de chanvre indien saisies entre Forikaria, Koya et Kindia courant juin ont été incinérées ce mardi par les autorités militaires et judiciaires. Cette opération s'est déroulée sous les auspices du gouverneur de la région de Kindia, général Ibrahim Khalil Condé, qui a mis l'occasion à profit pour inviter les trafiquants à l'abandon de ce commerce illicite. Reportage Aboubakar Silla. C'est ici, sur le site de la forêt classée de Kombitide, situé à environ 5 km du centre-ville, que les autorités militaires et judiciaires ont décidé de réduire dans la matinée de ce mardi cette importante quantité de produits impropres à la consommation. Au total, 2700 kg, près de 3 tonnes de chanvre indien ont été incinérées. C'est la 4e fois que nous procédons à l'incinération du chanvre indien. Présent lors de cette cérémonie d'incinération, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia s'est montré très déterminé. Car selon Amadou Diallo, cette lutte est devenue aujourd'hui une habitude pour les hommes en uniforme de Kindia. Les forces de défense et de sécurité ont juré de protéger les citoyens et leurs biens. Et dans la protection des citoyens et leurs biens, s'inscrit en lettres d'or la lutte contre le trafic de drogue et pratiques assimilées. Poursuivant son intervention, le procureur de Kindia a rappelé que le convoyeur de cette substance a été jugé et condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal de première instance de Kindia. Et c'est le même tribunal qui a ordonné l'incinération de cette substance. C'est donc en exécution de la décision du tribunal que le Conseil régional de défense et de sécurité a choisi la date d'aujourd'hui pour procéder à l'incinération. Pour rappel, c'est au mois de juin dernier que cette importante quantité de chanvre indien a été respectivement saisie dans la préfecture de Forikaria, Koya et Kindia. En sa qualité de gouverneur de la région administrative de Kindia, général Ibrahim Khalil Condé a mis l'occasion à profit pour faire une invite à l'endroit de la population. Je lance un appel cependant à toute la population de la région administrative de Kindia de collaborer avec les services de défense et de sécurité. Ce ratissage qui va commencer n'épargnera aucune famille suspectée. Vous l'avez compris, c'est sur le site de la forêt classée de Kumbitide, situé dans le district de Ségaya, de la commune urbaine, que les autorités militaires ont décidé donc ce mardi d'incinérer cette importante quantité de chanvre indien. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Guinée vient de boucler une formation axée sur le système d'alerte précoce et de réponse à des conflits. La rencontre a réuni les animateurs communautaires et les ADL, entendu les agents de développement locaux des 5 préfectures au siège du gouvernorat de Bouké. Fodi Omar Kamara, Salif Olifo Sissé. Cette formation de Bouké a regroupé une 50aine d'agents de développement locaux et les animateurs communautaires venus des préfectures de la région. Elle est organisée par WANEP Guinée pour l'édification de la paix avec un accompagnement technique de l'ANAFIC sur le système d'alerte précoce et de réponse des conflits. Nous sommes là aujourd'hui pour doter nos animateurs qui sont au nombre de 19 et également nos ADL qui sont au nombre de 19, ce qui fait déjà 38, des capacités techniques, des outils vraiment les permettant de pouvoir travailler dans les différentes collectivités et de pouvoir les permettre aussi de jouer un rôle de premier rang dans le cadre de l'édification, en tout cas d'une Guinée vraiment beaucoup plus paisible. Le directeur de cabinet représentant le gouverneur de Bouké n'a pas manqué de féliciter les partenaires. Il a aussi émis la volonté des autorités locales de Bouké à accompagner WANEP Guinée pour la bonne réussite de ce projet. L'autorité va accompagner les acteurs sur le terrain puisque ce sont les ADL et les animateurs communautaires locaux qui sont choisis pour cet atelier. L'autorité que nous sommes, nous allons les accompagner, nous allons y veiller pour l'application des résultats qui seront conclus au niveau de cet atelier
Salématou Silav, agente de développement local de la commune rurale de Mankountan, est très réconfortée de participer à cette formation de bouquet. Elle a aussi fait une doléance auprès des organisateurs de ce projet. Aujourd'hui, on est là. Il y a eu l'extension grâce à nos résultats. On était au nombre de 5. Cette année, on est devenu 19 communes. Ça concerne 19 communes. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour prévenir. Ce système alerte précoce de réponse n'est rien d'autre que l'objectif est de prévenir, gérer et répondre les conflits qui se passaient au niveau de ces communes-là. Cette formation a été clôturée par la remise d'une dizaine de motos aux différents agents de développement locaux pour faciliter leur déplacement. Direction Kankan. Après avoir passé plus de 4 mois en détention pour trouble à l'ordre public, Nanfo Ismaël Diaby recourt en France en liberté. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Kankan a rendu sa décision ce mardi où ses avocats avaient relevé appel suite à la condamnation à 12 mois de prison avec 6 assortis de sursis par le tribunal de première instance de Kankan. Alpha Marquita, notre correspondant régional, a assisté à la délibération de la cour. Pour nous, voici son reportage. Il est 9h30. La fourgonnette de la maison centrale arrive à la cour d'appel. À son bord, l'imam Nanfo Diaby, attendu par ses adeptes, fortement mobilisés. À 9h45, les magistrats de la cour font leur entrée dans la salle d'audience. Aussitôt, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Kankan rend son délibéré. Statuant à nouveau, dit que le délit de trouble à l'ordre public commis dans l'exercice du ministère d'un culte n'est pas constitué à l'encontre de Nanfo Ismaël Diaby et le renvoi des faits de cette poursuite. Confirme partiellement le jugement précité sur la culpabilité de Nanfo Ismaël Diaby pour violation des interdictions édictées, en répression le condamne à 50 000 francs guinéens d'amende. Ordonne la mise en liberté immédiate de Nanfo Ismaël Diaby s'il n'est retenu pour autre cause. Dès après le verdict, le chroniqueur Anko a été rembarqué à bord de la fourgonnette sous les ovations de ses fans. Direction la maison centrale pour le remplissage des formalités et sa mise en liberté définitive. Maître Mohamed D. Kourouma, son avocat, s'est dit satisfait de la décision rendue. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance vis-à-vis de la cour d'appel de Kankan. Je lance un message à Nanfo, à ses fidèles et à ses adeptes qui peuvent continuer à exercer librement les religions en ce qui concerne la religion de Rekolobaya. Sauf que dans leurs discours, ils ne doivent pas tenir des propos invitant à la haine, à la violence, en troublant l'ordre public. Arrêté le 13 mai 2020 alors qu'il présidait la prière de l'Aïd el-Fitr Anko à son domicile, puis condamné le 26 mai pour trouble à l'ordre public, l'imam Nanfo, marié à 4 femmes et père de 21 enfants, recouvre enfin sa liberté. Pour ses adeptes, l'heure n'est pas au recul. On va continuer à prier dans notre langue maternelle. Les musulmans qui nous condamnent aujourd'hui sont dans leurs droits. Mais ils n'ont pas raison, car nous, notre lutte s'inscrit dans le cadre de la promotion des langues africaines et non l'islam. Et puis, Hanziri Kore Star Times vient d'inaugurer son centre de service régional dans le quartier Nian, Burkina, en face de la direction des eaux et forêts. C'était en présence des autorités préfectorales et communales. Moïse Bitien Lama signe ce public reportage. Au quartier Nian, Burkina, en face de la direction des eaux et forêts, le centre de service régional de Star Times ouvre ses portes à ses abonnés. Avec Star Times, la qualité de nos images sont en HD, c'est-à-dire à haute définition. Même s'il pleut, nos images ne tremblent pas et restent impeccables. Nos abonnements, nous le faisons à 70 000 et 140 000 francs. Nous avons beaucoup de chaînes. Comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de chaînes à des prix très abordables. Donc désormais, le centre est ouvert à toute la population de Zérekoré. Zérekoré se modernise et se connecte de plus en plus au monde extérieur. Les autorités de la ville s'en réjouissent. Je remercie très vivement Star Times pour avoir pensé à la préfecture de Zérekoré pour l'ouverture d'un siège, pour avoir brisé les barrières de la créativité. Parce que venir à l'intérieur, les gens pensent que
ce n'est pas rentable. Moi, je connaissais StarTimes. Quand j'étais à Conakry, à Kobaya, j'étais abonné à StarTimes à cause de Nouveula F+, qui donne des bonnes séries, des belles séries. Vraiment, je remercie très sincèrement. Le monde est devenu un village planétaire, dit-on, et la télévision y joue un rôle central. StarTimes, depuis son implantation en Afrique et à travers ses programmes, a rapproché les populations beaucoup plus des réalités du monde. Ses abonnés sont plus que satisfaits. Je le trouve très bon parce qu'il y a longtemps, j'en ai utilisé. Je vais me réabonner aujourd'hui. Par rapport au coût, c'est abordable par rapport aux autres chaînes. Et les images aussi sont claires. Même si on est aux confins, vraiment, ça peut nous donner de bonnes images. Donc, raison pour laquelle je suis venu pour demander les informations. C'est un bon réseau très favorable par rapport aux situations d'image. L'image est bonne. Bon, on peut parler beaucoup de choses très favorables par rapport au StarTimes. Le centre de service régional du StarTimes vient de répondre aux nombreux soucis des consommateurs liés à la télévision numérique et aux programmes proposés par le groupe chinois. Réalisateur, scénariste et producteur guinéen Thierno Souleymane Diallo continue à écrire son histoire à travers les films documentaires qui éduquent et inspirent la nouvelle génération à s'attacher au métier du cinéma. Avec son film documentaire intitulé Au cimetière de la pellicule, il a été sélectionné aux journées cinématographiques de Carthage, JCC Atelier 4 Takmil, qui se tiendra à Tunis. Marissa Camara, Alcini Camara sont allés à sa rencontre. Thierno Souleymane Diallo, amoureux du cinéma depuis à bas âge, a obtenu son Master 2 de réalisation de documentaires de création à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal en 2013, où son film de fin d'études est Voyage vers l'espoir. Son nouveau film Au cimetière de la pellicule fait son parcours. Déjà accueilli en Italie par le Mostra de Venise, il se réjouit aujourd'hui d'être sélectionné parmi les 7 projets à l'atelier Takmil. C'est déjà super important parce que ça fait quelque chose de 4 ans, voire même 5 ans que je travaille sur ce projet au cimetière de la pellicule. On a fini déjà le tournage en Guinée et en France. Là, on est sur des recherches de financement. Donc, être sélectionné aux ICC Takmil, c'est déjà une sorte de confirmation. Déjà au stade de post-production, Thierno Souleymane affirme avoir intégré ces difficultés pour la réussite de ce projet, tourné en Guinée et en France. Qui parle de travail parle de difficultés. C'est quand on arrive à surmonter des conflits, des difficultés, qu'on arrive à avoir une œuvre de qualité. Pour que le cinéma guinéen puisse redorer ses blasons, il invite non seulement les réalisateurs, mais aussi l'État à s'appliquer davantage. Il y a des jeunes qu'on forme dans une école, on les apprend le cinéma, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes après cette école de cinéma? Donc l'État doit pouvoir mettre en place un système politique culturellement, mais qui parle de cinéma, parle de salles de cinéma. Malheureusement qui n'existe pas en Guinée. Pour cet auteur-réalisateur, la Guinée doit prendre ses responsabilités pour écrire son histoire. Car un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, dit-il. C'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Kalissou. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibi Abouakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.